suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Roscoff, aujourd'hui, se souvient-on de Liane au clos-marie équivoque beauté, en Roscoff où venait la belle courtisane chercher le reposoir après la volupté. Adieu, baisers impurs des amants, des amantes, dans le vent les embruns s'apaisaient tes désirs, et tu priais sainte Anne à l'heure des tourmentes, d'effacer de ton corps la marque des plaisirs. Père Marie Mével, écrivain poète 1915-1983. Étonnante trajectoire que celle de cette jeune fille de bonne famille, trajectoire qui l'amènera du couvent des fidèles compagnes des filles de Jésus de sainte Anne d'Auray aux tiers ordres de Saint-Dominique, en passant par l'Olympia et les Folies Bergères à Paris, comme le Clos-Marie à Roscoff. Bien avant d'être celle que décrivait ainsi Jean Cocteau, le poing sur la hanche, harnaché de perles, cuirassé de diamants, avançait parmi les tables de Maxims avec l'indifférence des astres. Les hommes se levaient, la saluaient, elle continuait sa route. Anne-Marie Chassaigne naît en 1869, femme, dans un monde d'hommes. Fille de militaire, élevée au couvent à Auray, elle est mariée à 16 ans à un militaire. On lui a tracé une vie de mère de famille dans laquelle elle étouffe très vite. Les germes de la révolte et de l'ambition couvent dans son esprit. Battue par un mari jaloux, elle divorce en 1889, rompant définitivement avec son destin bourgeois. Et elle déploie ses ailes à Paris, la ville de tous les plaisirs et de tous les possibles qu'elle avait découverte lors de son voyage de noces. La chenille Anne-Marie Chassaigne disparaît dans la chrysalide dont sort rayonnante le papillon Liane de Pouilly. Elle a 19 ans et de l'ambition. Elle est longue et belle, un capital qu'elle fera fructifier dans ce Paris du Second Empire. L'émancipation des femmes de la Belle Époque passe en effet par les alcôves, et la séduction qu'elles orchestrent n'a pas pour objectif de rencontrer le grand amour, mais bien de traquer la fortune et surtout de conserver une indépendance très chèrement acquise. Une assez simple question d'argent, corrélée avec des relations de dépendance aux hommes, au fond, aussi complexes que fragiles. Après une période d'apprentissage, dans une maison close et grâce aux conseils éclairés de la célèbre Valtès de la Bigne, qui inspira à Zola le personnage de Nana, Liane sait s'entourer. Elle multiplie les rencontres et tisse des amitiés avec les plus beaux esprits de ses 19e finissants et 20e balbutiants. Guillaume Apollinaire, Henri Bataille, Sarah Bernard, qui tente d'ailleurs de la former au théâtre avant de lui conseiller le mime devant son absence totale de talent, Léon Blum, Jean Cocteau, Nadar, qui lui tirera le portrait à de multiples reprises, Colette, Marcel Proust, qui s'inspire d'elle pour créer Odette de Crécy, l'obsession amoureuse de Swann, Mata Hari, ou encore le poète quimpérois Max Jacob. Elle cultive l'air du temps et donne le ton. Cette courtisane horizontale accueille dans son lit de très riches amants, qui la couvrent de perles, d'or et de diamants. Elle soigne des allures androgynes et des amours saphiques qui font délicatement frissonner la chronique de son temps. Comme ses consoeurs, mi-Étaïr, mi-Geisha, Liane poursuit une carrière théâtrale pour accroître sa notoriété
auprès de sugar daddies potentiels et Séguin. En 1894, elle débute aux Folies Bergères comme magicienne et acrobate, puis se produit comme mime à l'Olympia avant de s'adonner à l'écriture et de publier des romans autobiographiques sulfureux. Femme spectacle, elle s'offre aux yeux du public, anticipant la femme-objet du XXe siècle et l'influenceuse du XXIe. Pour mener sa barque au mieux, elle s'offre en 1903 un port d'attache et jette l'ancre à Roscoff et son dévolu sur le Clos Marie, une très belle maison bourgeoise sur le port, au pied de la très jolie chapelle Sainte-Barbe du XVIIe siècle. Tout au long de sa vie échevelée de courtisanes, d'artistes et de muses, elle s'y réfugiera à la belle saison, prenant ses quartiers d'été loin de la nasse parisienne, recevant à sa table ses amis les plus chers, comme Max Jacob et Cocteau par exemple. Le ciel et la mer, couleur de table d'école quand le torchon a passé pour essuyer la craie. Y a-t-il un batelier vers la rive opposée, vers le petit hôtel du promontoire? L'eau est profonde et noire. Les rochers sont trop hauts et lisses pour un abri. Le jour est sous l'abat-jour des nuages. La terre ondule. Qu'est-ce qui se passe dans les bols de moire? Qu'est-ce qui rôde autour de ces cônes déserts? J'entends ce que vous dites quand vous ne parlez pas. Une cape sombre, une guérite verte la nuit bientôt. Il fera dur en mer. Marina Roscoff de Max Jacob. En 1910, Liane épouse le prince roumain désargenté Georges Gjica, de 15 ans son cadet, et abandonne la vie de demi-mondaine et la littérature, à l'exception de son journal intime Les Cahiers bleus, sans pour autant renoncer aux amours saphiques. En 1926, une profonde crise conjugale pousse Liane à une remise en question radicale de sa vie. En 1928, la rencontre avec la mère supérieure de l'asile Sainte-Agnès à Saint-Martin-le-Vinoux près de Grenoble marque le début de sa reconversion. Restée veuve en 1945, Liane de Pougy entre dans le tiers-ordre de Saint-Dominique près de Lausanne, sous le nom d'Anne-Marie-Madeleine de la Pénitence. Quand elle meurt, le 26 décembre 1950, à l'âge de 81 ans, son confesseur l'a dit proche de la sainteté. Avec tes deux bouffons, le prince et le poète, tu rêvais sur la grève à tes folles amours. Tu gardais la taille fine et la jambe bien faite, mais déjà la jeunesse avait fui sans retour. Loin de Roscoff, hélas, et loin le Clos Marie. Est morte l'amoureuse en grande dévotion, et seul l'enclos désert, à la saison fleurie, exhale en souvenir des senteurs de passion. Père Marie Mével.